tout le monde et bienvenue à Entre deux traites, le balado par excellence pour les producteurs laitiers. Je suis votre humble serviteur, Alain Lemieux. Dans un monde en constante évolution, il arrive que pour rencontrer des standards, il faille faire des changements dans nos habitudes, nos infrastructures et nos méthodes. Aujourd'hui, nous allons examiner ensemble les modifications récemment apportées à Proaction. Les producteurs laitiers du Canada ont finalisé les nouvelles exigences, dis-je bien, relatives au logement des veaux, aux vaches taries et aux vaches en lactation dans le volet bien-être animal. Ces modifications s'alignent sur les récentes mises à jour du Code de bonne pratique pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, publié en mars 2023. Ces nouvelles exigences seront intégrées à compter d'avril 2027. Nous allons donc détailler ce que les producteurs doivent savoir pour la suite. Pour la prochaine étape, c'est la prochaine étape dans la façon dont le secteur laitier canadien continue d'évoluer, de s'améliorer et de se préparer pour l'avenir. Que vous soyez producteur laitier, partenaire de l'industrie ou simplement intéressé par le bien-être animal en agriculture canadienne, plongeons-nous dès maintenant dans ces changements Proaction à Entre deux traites. Notre invité aujourd'hui est un expert en confort et en bien-être animal des bovins laitiers. Il a occupé plusieurs postes chez Lactanet depuis 1991, notamment comme conseiller aux producteurs laitiers. Très impliqué dans la formation des conseillers et des producteurs laitiers québécois, il a développé une expertise en matière de confort et de bien-être des troupeaux laitiers. Membre de l'Ordre des agronomes du Québec depuis 2008, ses compétences en communication et sa passion pour la production laitière l'ont amené à publier de nombreux articles, et à donner des conférences sur le sujet partout au Québec et au Canada. Il a participé à l'élaboration du nouveau Code canadien des pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers et est membre du comité technique de Proaction depuis sa création. Il a reçu le prix du mérite agricole de l'Ordre des agronomes en 2017 pour sa contribution à l'élaboration de la formation Valacta intitulée « L'étable, une source de confort ». On peut dire qu'en matière de confort et de bien-être des bovins laitiers, il est de la vieille garde, mais tout en étant à l'affût de l'évolution. Steve Adam, bienvenue à Entre deux traites. Merci beaucoup, bonjour. Bon, tout d'abord, Steve, c'est un plaisir de t'accueillir au balado aujourd'hui. Normalement, en mars, j'étais censé te rencontrer en personne lors d'une formation, mais malheureusement, je n'ai pas pu m'y présenter. Donc, aujourd'hui, je suis vraiment content qu'on se soit retrouvés. On va parler de Proaction aujourd'hui, mais avant cela, j'ai cru comprendre que tu étais toi aussi agriculteur, donc producteur laitier. Oui, ben, je suis pas propriétaire d'une ferme, mais c'est la ferme de ma conjointe, là. OK. Depuis 2022, en plus, je suis parti à mon compte comme consultant. Puis, je donne un coup de main à la ferme aussi, plus particulièrement durant le temps des récoltes et des semences, là, mais un petit peu aussi durant l'hiver, là. Donc, tu es 100% dans la compréhension de ce qui est justement le quotidien d'un producteur laitier. Oui, 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 je le vois tous les jours, là. Bon, ben c'est super. Euh, donc, notre sujet à l'ordre du jour, c'est les changements apportés au programme Proaction. Donc, les PLC ont finalisé les nouvelles exigences du module bien-être animal Proaction. Tu as été impliqué dans le processus qui a mené à ces changements. J'aimerais d'abord que tu nous partages globalement ce qu'il s'agit. Oui, ben tout d'abord, j'ai été impliqué dans l'élaboration du code de pratique. Parce que le code de pratique, c'est un petit peu la base de Proaction. Proaction, lui, ce qui sert, c'est à valider est-ce que les producteurs suivent ce qu'il y a dans les recommandations et des exigences du code de pratique. Donc, le changement de Proaction vient en grande partie à cause du nouveau code qui a été publié. D'accord. Et puis, les logettes semblent au cœur de ces changements.
c'est séparé à ce qu'on peut voir en deux groupes distincts. Il y a les veaux non sevrés, puis les vaches taries et laitières. Donc, si on commence là par justement les veaux non sevrés, c'est quoi les principaux changements? C'est ça, dans le nouveau code de pratique, il y a beaucoup de peut-être de nouveautés au niveau du logement. Puis au niveau des petits veaux, il y a eu un peu plus de changements ou plus d'adaptation à faire de ce côté-là. Un des gros changements qui est déjà en vigueur, parce que le code de pratique, lui, est en vigueur depuis le 1er avril 2024. Donc, dans le premier changement, ça concernait au niveau des baux, parce qu'il y a des échéances, il y a des dates. C'était nouveau avec le code de pratique. Il n'y avait aucun code de pratique qui avait des échéances comme ça. Le code de pratique en production laitière, lui, et en a mis pour aider à appliquer ces changements de façon graduelle. Le premier changement au niveau des veaux, c'est qu'ils peuvent plus être attachés à l'intérieur. OK. Donc, ils doivent être absolument dans un logement ou un petit parc, donc plus attachés à l'intérieur. OK. Puis, mais pour que les gens comprennent bien, Oui, là, parce que, tu sais, bon, on a la chance justement d'avoir une gamme d'auditeurs vraiment très oui. répandue. Puis bon, ben, il y a des gens qui sont pas forcément du milieu. Donc, pourquoi c'est important, justement, les changements par rapport au petit veau? Euh, le, Au niveau de l'importance, il y a eu les petits veaux, il y a eu beaucoup de recherches au niveau tant du niveau comportemental que de la croissance, que d'essayer de qu'ils soient le plus confortable possible. Et au niveau tout ce qui est liberté de mouvement, socialisation, ça a beaucoup d'influence au niveau de la croissance puis du développement des veaux. OK. Puis donc, euh, en gros, les changements, là, c'est, bon, on détache les veaux. Oui, Tu avais commencé à aller là-dessus. c'est ça. Y a-tu autre chose aussi, hein? On détache les veaux, ça c'est des premières choses, quoi il y en avait pas tant que ça, mais il y en avait encore qui avaient les veaux attachés à l'intérieur. L'autre chose, c'est le logement en paire ou en groupe. OK. Il y a eu beaucoup d'études faites sur le logement en paire ou en groupe, que les veaux, c'est des animaux sociaux et ils veulent interagir entre eux, puis au niveau du comportement, au niveau de la croissance, les veaux, ils s'imitent entre eux pour se faire consommer. Puis ils sont aperçus au niveau de la croissance, puis même en l'âge adulte, il y a des bénéfices pour de loger les veaux en paire ou en groupe, là. OK. Puis, bon, juste une petite. Il y a une question qui me vient en tête Ouais, justement par rapport aux veaux attachés. ouais, Il y a des systèmes de huttes extérieures ouais, pour les veaux. Bon, il y en a avec des parcs extérieurs, donc que le veau est 100% libre dans l'enceinte de la hutte et du parc extérieur. Mais il y a aussi des huttes qui sont avec une petite chaîne et puis ouais, là, que le veau est comme attaché un peu au haut du cadre de la porte de la hutte. ouais. Donc ça, c'est Ça, rendu non. non, c'est la seule exception au niveau de la tâche du veau. Les huches OK. à l'extérieur, les veaux peuvent être attachés, sauf que au niveau socialisation, c'est que les longueurs de cordes ou de chaînes Oui. qui tiennent le veau, il faudrait que deux veaux puissent se toucher, d'avoir un contact physique entre eux. Donc l'idée d'avoir encore la corde, c'est un peu plus pour, entre autres, dans les climats où est-ce qu'il y a beaucoup de neige, l'enclos extérieur, ça peut devenir problématique pour le nettoyage. Fait que c'est une c'est la seule exception qu'il y a au niveau de la tâche des veaux, mais sauf qu'ils bénéficient de l'extérieur, de l'air pur, euh, donc c'est un compromis. OK. Puis, ben, tu me parles de contact physique entre les veaux. Oui. J'ai une autre question qui me vient en tête par rapport à ça. Bon, moi, bon, je suis producteur laitier moi-même, puis bon, j'ai connu, comme tout le monde, des petites misères avec les veaux parce que, bon, à un moment donné, la maladie frappe. Mhm. Euh, une chose que mon vétérinaire était arrivé comme en point de, on va dire, de solution, c'était surtout de,
isoler le veau dans les, mettons, premières 20-25 jours de vie. Question que le veau se bâtisse une immunité passive, puis que quand on met le veau en commun, là, en groupe, ben là, les veaux sont comme un peu plus blindés. Puis, bon, on a passé le stade critique des maladies de jeune veau. Ouais. Est-ce que c'est encore, est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire ça? Oui, c'est prévu dans Proaction, puis même dans le code de pratique, que le premier mois de vie, le veau peut être en logement individuel, entre autres puis c'était la pratique dans le passé de mettre les veaux individuels pour limiter la propagation de maladies. Sauf que il y a plusieurs producteurs qui vont avant ça, les mettre en paire ou en groupe après 10 jours, c'est la pratique commune. Sauf que avant de mettre des veaux en paire ou en groupe, il faut vraiment s'assurer que, comme tu as dit, le système immunitaire, il faut qu'il soit fort. Donc, tous les soins, le colostrum, la quantité de lait, bien s'assurer que le système immunitaire est solide. Puis, c'est un peu comme mettre des enfants dans une garderie. Si y en a un qui a la grippe, ben, ils vont tout avoir la grippe. Donc, c'est un petit peu ça l'idée en arrière. Et c'est pour ça aussi que dans l'échéancier de mettre les veaux en paire ou en groupe, c'est en 2031. Donc, l'idée, c'est que si tu es un producteur ou qui a des veaux attachés, ou même dans des parcs individuels, des enclos individuels, puis tu veux les mettre en paire ou en groupe, ben, il y a certaines pratiques qu'il faut que tu mettes en place avant de mettre les veaux en paire ou en groupe. Euh, je pense entre autres au niveau de l'alimentation, les veaux, si on fait boire les veaux boire du lait dans une chaudière, il faudrait que la chaudière soit munie d'une tétine. Parce que tu mets des veaux ensemble qui boivent leur lait de façon assez rapide, là. Quand un veau boit sa chaudière, il peut la vider assez vite. Oui. Mais son réflexe de téter, lui, il est pas parti. Fait que le fait de boire du lait, ça stimule son réflexe de téter. Donc, si on met des veaux ensemble, ben c'est là qu'on a un problème le veau, il liche les barreaux, il liche le voisin, il, il peut téter son partenaire Mhm. dans un parc. Donc, de changer nos pratiques un petit peu avant de transférer à ce système-là, c'est pour ça qu'il y a un délai euh, pour que ça se fasse bien. OK. Ben, en fait, tout changement, un peu, c'est pas un changement soudain sur un aspect. On va dire, c'est vraiment une approche globale qui fait qu'on améliore nos pratiques en fonction, justement, parce on veut vraiment pas laisser les producteurs laitiers dans le trouble avec ça. Tu sais, ça vient aussi avec une série de conseils qui permet justement de préserver, même améliorer la santé des veaux. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, je pense que tout ce qu'il y a dans les exigences, oui, il y a des façons de faire pour bien le faire, mais ça améliore de façon générale tout ce qui est tant au niveau bien-être que aussi au niveau de la croissance et de la santé des animaux. OK. Puis, bon, bon, étant quand même actif sur les réseaux sociaux moi-même, j'ai vu souvent des experts entendu du Ouais, comportement animal, là. Et puis, on suggère tu sais, comme l'installation de gratte, ben, tu sais, de brosses pour que les veaux puissent se gratter, puis ouais, aussi ouais. des jouets que les veaux puissent s'amuser. Euh, Qu'est-ce que Oui, tu penses de ça? c'est oui, surtout quand on va les mettre en paire ou en groupe, euh, juste le fait au niveau de la socialisation puis des jeux, ça leur change les idées. Parce que faut pas se le cacher, le fait de mettre des veaux en paire ou en groupe, le problème de tétage, c'est une des craintes des producteurs. Puis le fait d'avoir des jouets que le veau puisse socialiser puis passer son temps un petit peu, ben ça aide à ce comportement qui est pas souhaitable, là, qu'on veut pas que les veaux se têtent entre eux, mais ça aide beaucoup. OK. Puis, est-ce que tu es en faveur ou pas d'un dispositif anti-tétage pour les veaux? Les anneaux, Ouais, enfin, les fameux entre autres, anneaux, là, là, les fameux ou les anneaux, panneaux qu'on peut mettre sur le nez aussi, là. ouais, ouais, c'est ça, c'est pour empêcher. Ben, je pense que ça, c'est vraiment une béquille, là, quand on a vraiment un bon problème.
de tétage parce que ça affecte souvent la glande mammaire de la future génisse sa voisine dans le Effectivement. futur. Fait que je pense que c'est Comme tu dis, une béquille. une Ouais, béquille, mais c'est comme une solution temporaire. ouais. Faut essayer de trouver la raison profonde de pourquoi que le veau tète. Puis dans ça, ben souvent, moi, la première chose que je regarde, c'est pourquoi qu'il tète. Normalement, c'est parce qu'il a encore faim. Est-ce que la moulée est appétante? Est-ce qu'il y a eu assez de lait? Donc j'essaie de regarder un petit peu, puis des fois un petit peu de fourrage, ça peut faire du bien aussi. Ça Mhm. remplit même si le rumen n'est pas gros, mais ça remplit une partie de l'estomac, puis au niveau du sentiment de faim, le petit veau est plus rassasié un peu. Donc, en gros, le réflexe de tétage, c'est pas le résultat de le veau veut s'amuser. Il y a vraiment, c'est parce qu'il a faim. Ah, une des grandes raisons, c'est qu'il a faim. Fait que faut OK, essayer de trouver pourquoi que il a fini de manger, mais il a encore faim. Fait que, OK. mais il y a un réflexe de tétage aussi tout de suite après le lait, parce que peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais dans une vache, quand elle donne son lait, il y a son hormone d'oxytocine qui va donner son lait, puis ça dure environ, cette libération d'hormones-là, ça dure à peu près 8 minutes. OK. Puis le veau, son réflexe de téter, il part, puis ça dure à peu près 8 minutes aussi. Mhm. Donc, le fait de faire boire du lait avec une tétine, avec un débit plus lent, pour qu'il passe sa rage de téter, Mhm. ça aide aussi. Fait que c'est une combinaison entre la nutrition puis au niveau des équipements, ça peut faire une différence. Ouais, ben, relativement à ça, moi, on m'avait déjà dit que, bon, comme les sauts à tétine, de laisser le veau Mhm. passer sa rage de téter Ouais, sur le saut à tétine avant de retirer les sauts à tétine, c'était une bonne pratique. ouais, c'est une bonne pratique. Là. Il y en a qui ont des tétines artificielles, là, qui n'ont pas de lait, là, c'est juste pour s'amuser. Mhm. Sauf là, c'est tout le côté hygiène qui vient avec ça. Là. Faut bien les nettoyer. Là. C'est l'autre enjeu qui peut venir avec. OK. Euh, bon, mettons, on va passer Oui, à d'autres choses, parce que bon, c'est quand même un sujet qu'on pourrait probablement faire, il y a qu'une émission là-dessus. oui, oui. Mais donc, pour le contact visuel et physique, pourquoi c'est considéré comme important? Dans les études qui ont été faites, puis je dirais que le Canada, au niveau de la recherche là-dessus, au niveau comportemental, je pense qu'on est en avance pas mal au niveau mondial. Mhm, Puis ce qui a été découvert, c'est que les veaux qui sont logés ou qui ont un contact physique, après ça, dans leur vie, c'est des animaux qui apprennent plus facilement. C'est-à-dire que c'est des animaux qui ont moins peur de la nouveauté, moins peur des changements. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que euh, quand il vient un changement, on change mettons, on sèvre un veau, il tombe dans un autre logement, ben ces veaux-là, ils s'adaptent plus facilement, puis sont moins parce que souvent, des fois, des veaux qui sont plus stressés en changement, ils arrivent avec d'autres amis. Euh, des fois, la consommation peut baisser 2, 3, 4 jours. Là, ils se tiennent un petit peu plus à l'écart. mhm. Sauf que des veaux qui ont déjà été habitués de socialiser, d'être ensemble, ce qu'on voit, c'est vraiment une meilleure adaptation, puis une meilleure consommation, puis la croissance continue. Là. Puis, c'est sûr que des veaux qui sont stressés, ben, sont plus susceptibles aux maladies, fait que ça, ça fait juste du positif, là, le fait qu'ils socialisent en bas âge. OK. Puis tu en parles aussi, là, c'est que l'aspect de rester en groupe doit sûrement avoir un effet sur le stress puis la santé. Oui, oui, Positif. c'est ça. C'est le fait que tout changement qui arrive, c'est des animaux qui s'adaptent, qui continuent à manger, qui continuent à être en forme. C'est sûr qu'il y a toujours le risque de maladie, mais si l'hygiène est bonne, ça va super bien. Oui, on le sait très bien. L'hygiène, c'est hyper important chez les jeunes veaux, hein. Oui, oui, oui. Mm. Mais donc, dans le fond, les nouvelles exigences, c'est en gros, c'est surtout que les veaux puissent se voir, se toucher. Oui, c'est ça, se voir, se toucher. Ça, c'est vraiment dans les exigences, dans les
les autres pratiques recommandées, ce qu'il y a de nouveau un peu, c'est il n'y avait rien dans l'ancien code. Ce qu'il y a de nouveau un peu, c'est la qualité de l'air OK. aussi. Donc, c'est vraiment pour tu sais, au niveau système respiratoire, un petit veau, on sait que c'est sensible. Donc, taux d'humidité, il n'y a pas vraiment de normes de chiffres à atteindre, mais l'idée, c'est que ça a été souligné que faudrait que la qualité de l'air soit bonne. Donc, pas trop humide, pas d'odeur. Puis, comme ça, bon, on met toutes nos chances à ce que tout fonctionne bien là, avec même les autres exigences. Ouais, ça, c'est surtout pour les bâtiments ou ben, les bâtiments d'élevage où il y a vraiment comme des pouponnières, là. Ouais, pouponnière ou un environnement plus clos Ouais. dans les huches à l'extérieur, ben là, on vient de régler ce problème, mais quasiment. OK. OK. Puis, sinon, ben, au niveau des barrières, justement, c'est ça la question, je l'avais sur le bout de la langue. Et c'est Oui, ça, au niveau des barrières, donc, si les veaux doivent pouvoir se voir, se toucher, j'imagine qu'on préconise surtout des barrières avec des, tu sais, qui sont c'est comme, qu'on peut ouverte, voir au là. travers. Ouais. Ouais, ouais, c'est Parce que, ça. tu sais, on voit aussi comme des panneaux, comme Mhm. vraiment opaques, là. Ça, est-ce que ça va vraiment être à proscrire des élevages? Ben, je pense pas qu'il faut les proscrire. Je dirais que tu sais, les panneaux, les enclos, dans la manière qu'on les fait, si au moins en avant et en arrière, c'est ouvert, on a une meilleure qualité d'air. C'est que l'air, elle se renouvelle à l'intérieur de ce petit parc-là. Oui. Faudrait que le veau soit capable de voir son voisin en face ou pouvoir toucher quand il sort la tête de l'enclos, mais quand on est en paire ou en groupe, ben ils vont se toucher. Fait que des fois, on met des panneaux solides entre les groupes d'animaux au cas où qui arriverait, mettons, je sais pas moi, une diarrhée soudaine, puis tu veux pas que ça se contamine au prochain groupe, ben les barrières solides entre chaque parc, euh, ça aide un peu à limiter un petit peu la propagation des maladies. Donc là, c'est de gérer un groupe un peu comme on faisait dans le temps avec des parcs individuels, mais là, on a notre socialisation. Puis, on peut séparer deux parcs avec des panneaux pleins, mais même si on avait des panneaux ouverts, des fois, je suis pris pour faire ça avec des panneaux ouverts pour la circulation de la ventilation. Donc, Oui. Bon. fait que c'est quoi qui tout le temps, tu sais, il y a pas une ferme qui est pareille, puis une configuration qui est pareille. Donc, ce qui est le fun un peu avec le code de pratique, c'est pas, il n'y a pas rien de obligatoire dans la façon de le faire. C'est plus au niveau du résultat à la fin. Est-ce que nos animaux sont bien ou pas? Oui, ben ça, en fait, c'est vraiment juste pour guider les producteurs, pour Oui, améliorer les conditions. c'est ça, c'est ça. Mhm. Euh, peut-être une petite question ici par rapport au logement extérieur. Donc, il y a quand même plusieurs producteurs laitiers qui élèvent leurs veaux en huche extérieure. Oui. Y a-tu des différences là au niveau des, euh, des, euh, des, des, de la norme là, c'est en fait des changements qui vont être proposés aux producteurs laitiers, mettons au niveau du logement extérieur? Pour les veaux. Ouais. Ouais, c'est ben, les veaux à l'extérieur, les sols où est-ce qu'ils peuvent être attachés, c'est avec des huches, mais des fois, il y en a qui vont avoir juste c'est pas nécessairement des huches, ça peut être un abri extérieur, puis que les veaux sont dans une cour d'exercice. OK. Mais la seule exigence, c'est que les veaux qui sont dans les huches, puis si le producteur utilise une chaîne ou une corde, il faudrait que le collier, ce soit un genre de collier exprès en tissu autour du cou du veau. C'est le collier à chien, là, C'est mettons, le là. collet à chien, là, Juste pour faire un petit parallèle, là. Hmm. non pas une chaîne, là, parce que Ouais. ça existait dans le passé, des chaînes, mais là, c'est un collier. Donc, c'est la grosse exigence. OK. Mais sinon, ben, ça se ressemble pas mal parce qu'on veut quand même amener justement à collectiver, pour faire Ouais, ouais, inventer un mot, mais t'as l'élevage des veaux, là. ouais, ouais, de les mettre ensemble le OK. plus possible.
OK. Bon, ben écoute, Steve, pour le moment, c'est vraiment très instructif. J'adore notre échange, mais ça va être le temps de faire une petite pause pour justement insérer notre commanditaire principal, les producteurs laitiers du Canada. Et puis, à notre tour, on va parler des changements qui concernent les vaches taries et les vaches en lactation. Ici, on a la force de nos convictions et la liberté de choisir ce qui est le mieux pour nous. Voilà pourquoi les producteurs laitiers d'ici respectent des normes parmi les plus élevées au monde et contribuent à renforcer nos communautés avec fierté. Lorsqu'on choisit les produits laitiers d'ici, ensemble, on est encore plus fort. Ici, c'est comme ça. Nous nous retrouvons, Steve Adam, expert en production laitière, confort, bien-être et comportement animal. Bon, Steve, dans cette deuxième partie, on va parler du logement des vaches taries et laitières. Quels sont les principaux changements que les éleveurs laitiers vont constater en raison des nouvelles exigences du programme Proaction? Oui, là, ce volet-là est un petit peu plus gros en termes de changement, je pense, au niveau des impacts. Tout d'abord, les vaches caries et les vaches laitières sont des vaches en lactation, plutôt, je devrais dire. C'est la même chose au niveau des règles. Donc, il n'y a pas de différence entre si c'est une vache carie ou une vache en lactation. La Mhm. première grand changement, c'est pour les troupeaux qui ont des vaches en stabilisation entravée, euh, falloir en avril 2027, que les vaches aient une période d'exercice ou de liberté de mouvement. Puis cette période-là, c'est avoir au moins 55 jours ou 55 périodes où est-ce que les vaches ne sont pas attachées. Puis ça, le 55 jours, il compte, mettons, du vêlage, aller au prochain vêlage. Il faudrait que dans cette plage-là, qu'il y ait eu au moins 55 épisodes ou 55 jours que la vache n'est pas attachée. OK. Donc, en fait, ça peut être une petite portion de liberté un peu tout le temps ou une période de 55 jours non-stop Oui, de mouvement. oui, c'est ça. Donc, des fois, c'était un petit peu la confusion, là, que les gens pensaient que c'était tout continu ou tout ce que la recherche dit. Et ça, si vous remarquez, c'est pas dans le code de pratique au niveau de l'exigence de la quantité puis de la fréquence. Au moment de l'écriture du code, les recherches n'étaient pas tout à fait finies. Puis Proaction ont statué sur le 55 jours qui semble donner un bon avantage aux animaux, le fait de bouger au moins cette quantité d'exercice-là, ça donne vraiment une amélioration au niveau des animaux. OK. Donc là, oui, Oui, ben en fait, c'est ça. Je voulais juste apporter un petit point justement pour nos auditeurs qui sont pas du milieu. Donc, une stabulation entravée, c'est vraiment où les vaches sont attachées. Et puis, bon, c'est ça, ben, pour justement les besoins de l'élevage. Donc, les vaches sont attachées. Mais c'est ça. Là, avec les nouvelles normes, ben, on veut comme assurer que les vaches, au travers de leur lactation, aient une période de minimum 55 jours oui, de liberté. c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça, au moins avoir la chance de pouvoir se dégourdir, de pouvoir marcher. Euh, puis là, il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent s'appliquer, dépendamment de la ferme, de la situation. Mhm. Il y a plein de solutions qui peuvent s'appliquer là-dedans. Ben, en gros, c'est que la vache, dans son cycle, elle a normalement une période de 2 mois, donc 60 jours, où elle est en tarissement. Donc, Oui, on peut dire qu'à ce moment-là, mettons le tarissement, transition vêlage, ben, elle est 100% en liberté. Puis avec ça, on rentre dans les normes. c'est ça. Ceux qui optent pour la solution de rendre leur vache tarie, préparation vêlage, même, on va parler tantôt du vêlage, mais c'est une des solutions qui au niveau de la logistique à la ferme, je pense que c'est une des façons les plus simples et faciles. Mhm. Euh, Parce que c'est le groupe d'animaux, on le bouge déjà. Euh, Puis on a nos 55 jours.
OK. Puis, on a aussi un point sur la densité d'élevage. C'est devenu comme un facteur un peu plus important. Euh, quel impact a le surpeuplement sur des vaches? Ça, dans nos élevages, c'est qu'on regroupe des animaux dans un groupe. Quand il y a trop d'animaux dans un endroit ou un parc, ce qu'on voit, c'est une augmentation de la compétition entre eux. Compétition, puis c'est compétition pour l'espace de couchage. Des fois, c'est compétition pour aller manger. Les vaches entre elles sont très compétitives. Il y a toujours une dominante, une dominée, puis on a les autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir assez d'espace pour baisser la pression, la compétition entre eux. Puis ça, ben, on voit une amélioration tant au niveau du temps de repos, au niveau de la boiterie. On voit c'est des animaux qui restent moins longtemps debout, qui sont plus couchés. Donc, l'idée en arrière d'avoir un seuil minimal d'espace au niveau du surpop, Surpopulation. je veux dire. Donc, ça, ce qui était convenu dans le passé avec les stabulations, je dirais les stabulations libres, c'est que les animaux sont détachés. Puis souvent, ils ont des logettes, c'est comme des stalles. Puis dans le passé ou dans l'ancien code, on pouvait avoir 1,2 vaches par logette parce que les animaux sont pas tout le temps couchés en même temps. Donc, il y avait comme une tolérance à garder 1,2 vaches par logette. Sauf que ça va diminuer graduellement en 2027, ça tombe à 1,1 vaches par logette. Puis, on va aller un petit peu plus loin en 2031 que c'est une vache par logette. Donc, chaque vache a sa logette en tout temps qui est disponible pour elle. Donc, mathématiquement, là, c'est assez facile à appliquer. Là. Oui. Quand on nombre de vaches, ça prend le nombre de logettes qui est équivalent. Parfait, Ouais. c'est ça. Puis, il y a dans les parcs aussi qu'il y a une densité à respecter, là, qui est le 100 pieds carrés par vache en espace de couchage. Là. Ça veut dire que l'espace où est-ce qu'on réserve où est-ce que les vaches sont couchées, ça prendrait un 100 pieds carrés par vache. Puis, 100 pieds carrés, peu importe la race? Les races, les plus petites races, on peut diminuer, là, comme, mettons, la Jersey, qui est à peu près à 80% de tout ça. Là. OK. Donc ça, puis en fait, c'est pour les mêmes raisons, parce que des vaches qui compétitionnent sur tout, c'est ça, on parle de dominante, dominée, ça va être les dominés probablement qui vont être impactés sur leur production et même leur santé. Oui, souvent, même s'il n'y avait pas de code ou rien dans les pratiques, toutes les recommandations, souvent, les animaux en stabulation libre ou en liberté, mais c'est fait pour les vaches dominées. Il faut pour leur donner une chance, parce que les dominantes, eux, prennent leur place, puis c'est les dominés qui en écopent. OK. Puis au niveau des exigences pour les exploitations qui utilisent une stabulation entravée, est-ce que au niveau des stalles, est-ce qu'il y a des changements? Ben, c'est pas un changement, mais c'est une précision qui a été ajoutée dans le code, c'est que la grandeur des stalles devrait coïncider avec la grosseur des animaux. Okay. Donc, ne pas emmener une vache qui est très grosse dans une stalle qui était faite pour une vache plus petite. Donc, l'idée, c'est d'y aller avec la grandeur, puis il existe des chartes pour pouvoir bien dimensionner les stalles. Mais je dirais que c'est un ajout qui a été mis, même si avant, c'était plus la liberté de mouvement, que la vache soit capable de bien se coucher puis d'avoir des positions naturelles de repos. Là, il y a eu une précision au niveau des stalles que faut qu'elle soit adaptée en fonction de la grosseur de l'animal. Et puis ça, justement, là, il y a des chartes avec des chiffres, justement, pour question d'aiguiller nos producteurs laitiers. Là. Oui, c'est ça. Avec quelques mesures de dimension de l'animal, on est capable de faire le design d'une stalle où est-ce que la vache va avoir une bonne liberté de mouvement pour le lever, le coucher, puis le repos. OK.
Chez moi, bon, je suis justement avec des vaches Jersey, puis je suis sur une aire paillée, mais à discuter justement avec mes amis producteurs laitiers qui sont en stabulation à travée, un enjeu quand même reste le confort de la stalle où la vache va être pratiquement toute sa lactation. Puis bon, ben, il y a plusieurs produits qui sont offerts par justement les fournisseurs d'équipements d'étable. Est-ce que au niveau justement de la dureté du fond, du fond de sa stalle, est-ce que il va y avoir comme des genres de mesures qui vont être faites par rapport justement à la dureté? C'est ça, dans le code, puis même dans Proaction, il y a pas vraiment d'exigence sur la dureté. L'idée, c'est on, euh, on voudrait pas que les animaux aient des blessures. Donc là, sauf que pour pas avoir de blessures, ben, plus qu'on a un sol qui est mou, là, il y a toutes sortes de revêtements de sol qui existent sur le marché. Mais aussi un des classiques encore, c'est de l'ajout de litière. La litière sert pour amortir le choc parce qu'une vache qui va se coucher, l'impact est assez fort au sol. Avec le poids qu'ils ont, si on regarde le comportement, le mouvement du coucher, le premier genou qui tombe au sol, ça cogne dur. Donc la surface, il faudrait qu'elle puisse absorber un peu comme un pâturage ou de la terre qui va absorber le choc. L'idée, c'est, puis je pense que maintenant, c'est comme non dit, mais pratiquement tout le monde a quelque chose au niveau de la surface de couchage de leur animal. Là. Si on n'a pas, parce que traditionnellement, les étables étaient faites en béton, mais avec une bonne épaisseur de litière, ça fait la job aussi. OK. Donc, c'est ça, dans le fond, les producteurs vont être invités à surveiller quand même la fermeté pour pas que ça soit trop dur pour les animaux. Parce que moi, on m'a déjà dit que, bon, le revêtement de sol, si tu peux te lâcher les genoux au sol, ça veut dire que ta vache va être confortable aussi. Ouais, c'est ça. C'est le test de la mollesse. Tu tombes sur les genoux. Mais dans le passé, j'avais un appareil parce que mes genoux, je suis plus capable de faire ça. Ouais. Avec l'âge. Donc j'avais un appareil pour mesurer l'impact au sol. C'est des appareils qu'ils utilisent pour faire des terrains de soccer ou même dans les routes. C'est un test d'impact de compaction. Fait que, on est capable de voir la différence entre une surface plus molle et une surface plus dure. Bon, ben, puis justement, en cas d'une surface dure, ben, il y a juste à rajouter un peu de litière puis c'est réglé. Hein. Oui, c'est ça. C'est la moyen le plus facile. Il y a un aspect au niveau des carcans, bon, pour que justement nos auditeurs comprennent bien, puis je vais être sûr aussi qu'on parle justement du même truc. Les carcans, c'est vraiment le mécanisme qu'on a en stabulation entravée qui servait anciennement un peu quand les vaches rentraient du pâturage, on était capable justement de les fixer dans leur stall rapidement, juste en refermant le carcan. Donc, c'est vraiment ça, les carcans, là. Oui, c'est ça. Et habituellement, il était utilisé traditionnellement pour ça. Là. On rentrait les vaches au pâturage, on pouvait faire la contention de l'animal pour la traite. Puis après ça, on les relâchait puis on les envoyait dans le pâturage. Mais certaines fermes qui avaient ces carcans-là, mais que les animaux, soit en hiver ou les animaux restaient avec ces carcans-là. Puis ce qu'on s'aperçoit en analysant le comportement ou le mouvement de lever et de coucher des animaux, une vache va se lancer vers l'avant pour se lever, pour enlever du poids sur ses membres arrière. Les carcans, eux, limitaient ce mouvement-là. Donc, avec le nouveau code de pratique, les carcans ne seront plus autorisés là, pour permettre une bonne liberté de mouvement des animaux dans les étables entravées. Mais c'était une minorité, hein, il en restait pratiquement plus de tout ça. Ouais, personnellement, j'ai dû voir ça sur une ferme à peu près une fois. Moi aussi, dans toute ma carrière, peut-être une fois ou deux, là, mais il n'en existait plus. Donc, effectivement, ça va être quelque chose qui va être retiré. En ce qui concerne la gestion des veillages, je comprends qu'à partir de 2029, les vaches vont devoir pouvoir se retourner dans leurs enclos. Donc, on peut-tu dire que les veillages en stall, c'est terminé? C'est ça, les veillages
en stall attaché, c'est terminé, même en stall standard, en stablation libre. L'idée, c'est une vache qui est pour mettre bas ou pour avoir son veau, ben, ce qui a été proposé, c'est que la vache puisse bouger, se retourner, se coucher, se lever. Donc, d'avoir un comportement plus naturel qu'elle ferait dans la nature. Puis ça, je pense que tous les gens qui l'ont adapté comme ça, puis c'était déjà un mouvement que les producteurs faisaient beaucoup. On voit beaucoup d'avantages. Des vaches, au niveau des problèmes de veinage, c'est rendu rare. Ça prend vraiment une exception. Mais encore là, dans le passé, il en existait des parcs de vélage. Puis il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, que les animaux, la vache était avec son veau, des fois, elle pouvait écraser son veau. Sauf que dans le passé, les parcs étaient tout petits. Là, il y a une exigence, pas une exigence, mais il y a une recommandation d'avoir au moins 160 pieds carrés par vache. 150 à 160 pieds carrés pour que la vache ait de l'espace pour se coucher, de l'espace pour se lever. Puis, je pense que quand on a une bonne dimension de parc, ça se fait bien. OK. Bon, j'étais en train de compter là, grossièrement. Là. Dans le fond, tu me dis 150 pieds. À peu près. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas énorme. En vrai, pour une vache de 900 kilos qui va veiler, en vrai, cet espace-là, c'est juste normal d'y laisser parce qu'elle va veiler. Parce que les anciens parcs, mettons que les taureaux étaient dans le passé, là, dans le temps de mon grand-père, les parcs, il n'y avait pas plus que 10 pieds, 10 par 10. C'est pas grand, 10 par 10, une vache qui est couchée, du bout du nez, elle allait à la queue, c'est 8 pieds. Fait qu'il reste plus grand espace pour bouger, pour s'avancer. Fait que c'est sûr que les risques d'accident sont beaucoup plus élevés. Là, en donnant un petit peu plus d'espace, ben, on vient de diminuer les risques de beaucoup. OK. Non, ben c'est ça. C'est la logique, en fait. C'est ça. Puis pour les bénéfices en matière de santé, de productivité, qu'est-ce que justement le fait de laisser plus de liberté de mouvement, ça peut donner? Oui, un des gros bénéfices, c'est au niveau de la santé des pieds et des membres. Donc, ce qu'ils ont remarqué, c'est que les animaux qui étaient longtemps à la tâche, lorsqu'on leur donnait un petit peu plus de liberté, on voyait le tonus musculaire augmenter. Puis, au niveau de la boiterie, des articulations un petit peu plus ankylosées, ben, on avait plus de mobilité, plus de flexibilité. Puis ça, au niveau de la locomotion, il y avait un gros avantage. Puis au niveau de la santé générale, ben, les animaux, ils font ce qu'ils veulent, ils vont manger, ils vont boire, puis ça améliore on le voit dans les yeux, les animaux là, sont en forme et solides. Donc, c'est ça. C'est un gain un peu sur la physionomie générale là, de l'animal. De façon générale, je pense que l'impact positif aussi, c'est au niveau de la longévité ou des raisons de réforme au niveau de la boiterie, mais on peut les diminuer aussi si on a une bonne hygiène. C'est sûr que il y a d'autres problèmes de boiterie qui peuvent arriver, mais le problème qui est au niveau de le fait que les articulations ne bougent pas, ben ça, on diminue de beaucoup. Mm-hmm. Puis, question justement, ben, tu sais, on a quand même abordé plusieurs points, mais c'est ça, tu sais, on le sait, au Québec, on a quand même encore beaucoup d'étapes en stabulation entravée. Puis, bon, ben, ce qu'il faut aussi, ce que ces gens-là, faut qu'ils comprennent, c'est que là, ce que Proaction suggère, c'est pas un remaniement complet de leurs étables, là. En fait, on l'a souligné, c'était que justement les vaches puissent avoir 55 jours de liberté, donc forcément avec des parcs de vêlage là, ou des parcs justement de vacheterie, on y arrive là. Oui, c'est ça. Puis ce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que dans le 55 jours, quelqu'un qui voudrait donner de l'exercice à ses animaux, des vaches en lactation qui veut les sortir, le 55 jours, c'est plus les 55 périodes. Puis des périodes, c'est de 1 heure à la 24 heures. Donc, quelqu'un qui voudrait avoir un enclos d'exercice ou
qu'il y a un parc qui peut envoyer ses animaux 1 heure pendant 55 jours, c'est possible. Les bénéfices sont déjà reconnus avec cette heure-là de mobilité. Oui, parce que les vaches restent un peu en mouvement, en continu. Fait que les animaux les étables où est-ce que c'est plus difficile, parce que des fois, ça n'a pas été pensé pour ça, ça peut être des solutions temporaires avant de faire un gros projet. Parce que c'est peut-être ça qui est plus problématique. Il y en a qui pensent que il faut construire un étable neuf, mais non, il y a certaines adaptations. Oui, avec un peu d'effort, mais c'est faisable dans la majorité des cas. OK. Donc, en terminant, là, les éléments les plus importants là, de toute cette approche-là, si on fait une récapitulation un peu de notre discussion, qu'est-ce qu'il y en est là? Si on regarde au niveau des petits veaux, on voit que c'est plus le côté socialisation, que les animaux puissent bouger. Ça donne une meilleure santé. Les veaux sont plus vigoureux. La croissance est meilleure. Puis au niveau des vaches en lactation et où les vaches tarient, là, dans le fond, on voit beaucoup que c'est plus encore là au niveau de la liberté de mouvement, puis de l'espace, puis de la compétition entre eux, qui est les grands éléments qui sont dans ce code de pratique-là, parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau code, il y a d'autres aspects. Mais c'est tous ces avantages-là, je pense que même le consommateur le voit l'avantage. Nos animaux sont en santé, beaucoup de liberté, puis je pense que c'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils cherchent, d'avoir un produit où est-ce que nos animaux sont bien traités. Puis moi, je suis convaincu que dans ce code de pratique-là, je suis vraiment à l'aise dans toutes les exigences, que ça fait juste du bien aux animaux. Ça fait juste augmenter ou améliorer, même si dans la plupart de ces pratiques-là, on les voyait déjà dans le passé. C'était un courant que, naturellement, les gens s'en allaient vers là parce qu'ils voyaient les bienfaits de ces changements-là. Tandis que là, c'est seulement que c'est mis dans un code, puis c'est peut-être d'accélérer un peu ceux qui n'avaient pas pensé à le faire. Puis je pense que le fait que ça soit étalé dans le temps, ça permet aux entreprises de le planifier parce que toutes les fermes font une évolution, ça permet de le planifier dans le temps, puis que l'adaptation va se faire naturellement, là, tout en douceur. L'idée, c'est de pas choquer personne, que ça se fasse même économiquement, de pas donner un choc ou un traumatisme aux fermes. Mais il y a des solutions mitoyennes où je pense que ça peut juste donner du positif à toute l'industrie aussi. Ça résume très bien. Merci beaucoup, Steve Adam. Merci beaucoup. En conclusion de notre discussion d'aujourd'hui, il y a beaucoup à retenir des nouvelles exigences pro-action. La direction semble claire. Plus d'espace, plus de mouvement et une attention au confort et au bien-être à long terme des vaches, parce qu'on le sait, des animaux qui durent longtemps, ce sont des animaux rentables pour leurs éleveurs. Ce qui me frappe, c'est que ce n'est pas une solution unique pour tous. Il y a une réelle différence entre les étables neuves et les étables en stabilisation entravée existantes, construites avant le 1er avril 2024. Les exigences évoluent en fonction du type d'installation dont disposent déjà les producteurs. Et c'est là que la gestion prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructure, mais aussi de planification, d'organisation et de s'assurer que les vaches aient réellement la possibilité de faire de l'exercice, même lorsque les conditions météorologiques ou saisonnières sont difficiles. Alors, il faut commencer à planifier tôt et considérer nos opérations dans leur ensemble. Il faut rester proactif. Ce n'est pas juste pour la conformité réglementaire, mais aussi pour bâtir des exploitations laitières efficaces et centrées sur le bien-être des vaches, puis aussi rassurer la population que les animaux dans les fermes d'élevage sont bien. Merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous suivez Entre deux traites sur Blue Sky, X, Facebook et YouTube, ou encore le lien est disponible dans ma page Instagram, donc sur le lien sur ma page, Ferme Lisière Bio.
Ce balado n'aurait pas été possible sans le soutien des producteurs laitiers du Canada et le travail en coulisses de notre équipe de production, Bruce Sargent et Carl Bélanger. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je suis Alain Lemieux et je vous dis à la prochaine.